Smart Bourse vous est présenté par Vernier, créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, les investisseurs qui entrent dans une séquence emploi américain avec une série de données dans les prochains jours qui seront des données importantes pour évaluer justement la résilience du marché du travail américain. Nous aurons demain les créations d'emplois dans le secteur privé pour le mois de mars. Vendredi, qui sera une journée fermée sur les marchés, mais qui sera une journée importante sur le front statistique, nous aurons la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis pour le mois de mars. Et en attendant, les investisseurs ont pris connaissance cet après-midi des ouvertures de postes pour le mois de février. Les JOLTS qui retombent sous la barre des 10 millions pour la première fois depuis près de 2 ans. 9,9 millions de postes ouverts au mois de février aux États-Unis. Quand bien même la donnée est sans doute imparfaite, cela montre peut-être un début de détente du marché du travail et des tensions qu'on a pu observer jusqu'à présent sur le marché du travail américain. En termes de création d'emplois, je vous le disais, réponse avec ADP demain et les NFP vendredi. On attend encore des chiffres de création substantiels, 200 000 créations d'emplois peut-être pour le secteur privé et jusqu'à 240 000 selon le consensus pour l'ensemble du marché du travail américain. La séquence emploi donc à suivre devant nous. En attendant, la dynamique des marchés actions reste positive avec des indices aux États-Unis et en Europe qui ont effacé l'épisode de crise bancaire du mois de mars. On voit ainsi les indices européens qui reviennent quasiment sur leur sommet historique. Le CAC 40 est à une cinquantaine de points de son record des 7400 points qui avait été atteint début mars. Et on notera sur ces mêmes marchés actions une volatilité qui s'est littéralement écrasée puisque le VIX est non seulement sous les 20 mais même sous les 19 aujourd'hui. La mesure de volatilité du marché américain. Commentaire, appréciation de la situation avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous nous focaliserons plus spécifiquement encore sur le compartiment des matières premières avec la surprise d'avril de l'OPEP+, et cette nouvelle coupe annoncée le week-end dernier après la coupe déjà annoncée au mois d'octobre. Est-ce que ça peut changer la donne sur l'équilibre du marché pétrolier? Plus généralement, nous évoquerons également l'enjeu des métaux et des métaux industriels, notamment avec Benjamin Louvet, le directeur des gestions matières premières d'Ophi Invest Asset Management, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, les infos clés de marché, tendance mon ami, chaque soir en direct à 17h avec vous, Alix Nguyen, et le CAC 40 qui s'est rapproché à quelques points près de son record historique. Et oui, l'indice s'inscrit en hausse pour la 7e séance d'affilée, une série inédite depuis février 2021. À son plus haut de la journée, l'indice a atteint les 7399 points, soit un niveau inférieur au pic de séance. C'était le 6 mars dernier à 7401 points. La décision de l'OPEP+ de réduire la production de pétrole n'a pas empêché le CAC de progresser. C'est même l'inverse, puisque même si son titre consolide désormais, Total Energy apparaît comme le principal contributeur au retour du CAC à ses sommets historiques. Depuis début 2022, le groupe français a bondi de 36%. À noter également que le baril de Brent progresse encore après un bond de plus de 6% hier. Et puis on notera que le secteur des banques poursuit son rattrapage. Et oui, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale sont en nette hausse. Et puis, dans l'actualité des entreprises, L'Oréal nous apprend l'acquisition de la marque australienne de cosmétiques haut de gamme Aesop. L'Oréal va verser 2,5 milliards de dollars au Brésilien Natura &Co, l'actuel propriétaire de la marque australienne. C'est 15 fois les bénéfices annuels d'Aesop. Avant les indications d'emploi aux États-Unis, les investisseurs ont pris connaissance des prix à la production en zone euro pour le mois de février, avec une diminution en rythme mensuel plus forte que prévu. Ils ont diminué de 0,5% en rythme mensuel, mais conservent une progression de 13,2% sur un an. Hors énergie, les prix à la production en février ont augmenté de 0,2% sur un mois et de 10,2% en rythme annuel. Par ailleurs, selon l'enquête publiée par la BCE,
lieu ce matin les anticipations des consommateurs concernant l'évolution de l'inflation à l'horizon d'un an sont retombées à 4,6% en février dans la zone euro, contre 4,9% en janvier, soit un deuxième tassement mensuel consécutif. Enfin, côté Banque centrale, on notera que le camp de la pause gagne un nouveau membre avec la Banque d'Australie. Oui, la Banque d'Australie a, comme attendu, maintenu son principal taux directeur à 3,6%, afin, je cite, de se donner plus de temps afin d'évaluer l'effet de la hausse des taux d'intérêt. Elle estime par ailleurs qu'une poursuite du resserrement monétaire sera nécessaire. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché à 17h en direct avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dauphas est avec nous, chef économiste de TAC Economics. Bonsoir Léa. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Thomas Friedberger de nous accompagner également. Bonsoir Thomas. Bonsoir Grégoire. Directeur général adjoint de Tikeo Capital. Et Florian Yelpo est avec nous également en plateau. Bonsoir Florian. Vous êtes responsable macro chez Lombard Odier IM. Florian, je disais le VIX à moins de 20 et même à moins de 19 mesure de la volatilité ou du niveau de stress du marché action américain. Ces niveaux-là correspondent généralement à un risque ou une perception du risque relativement faible. Et ça n'est pas le seul marqueur qui va dans cette direction-là, ou qu'on regarde dans l'ensemble, tout le marché des dérivés, la couverture, disons, donne le même message. Les spreads de crédit du crossover au CDX, high yield. On peut regarder également les spreads interbancaires aussi qui ont considérablement reculé. Ils ont atteint 80 points de base, qui était un petit peu le marqueur de 2020. C'était un petit peu le moment où on pouvait se dire il y a de la tension sur le marché de la liquidité. Il est retombé aujourd'hui à peu près 40 points de base, donc divisé par deux. Si on voulait des signes que nos banques centrales sont crédibles pour gérer le risque systémique qu'elles sécrètent elles-mêmes, la réponse est là, sous nos yeux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour les marchés dans l'ensemble, il y a aujourd'hui un vent d'optimisme qui semble souffler. Il y a le rapport sur l'ISM hier qui était mauvais. Néanmoins, les marchés actions ont continué à monter. Le sentiment, pour nous, aujourd'hui, c'est le facteur numéro 1 qui peut supporter les marchés au deuxième trimestre. Il a très bien fonctionné en janvier dernier. Il a amené les marchés à monter de 5% globalement, 7% en Europe, on s'en souvient tous, je pense. Aujourd'hui, il y a un vent d'optimisme qui souffle et ça peut être un des facteurs qui peut tenir les marchés sur le deuxième trimestre. Vent d'optimisme qui est lié à quoi ? Une dégradation mesurée de la situation économique ? L'idée, c'est on veut des marqueurs de la réalisation du soft landing. Donc une récession technique, un recul de l'inflation, c'est ce qu'on commence à voir apparaître sous nos yeux. On mesure mal encore les conséquences macro de cette crise bancaire, on en parlera probablement plus tard, mais aujourd'hui, on a, disons, pour le moment, pas encore eu autant de signes que le soft landing était en train de se produire sous nos yeux. Il y a un chemin assez étroit sur lequel on est en train de marcher. Le rapport sur l'emploi de vendredi, je pense, sera une bonne occasion de vérifier ça. C'est-à-dire que 240 000 créations d'emplois, c'est fantastique. 400, c'est problématique. Moins de 100, c'est problématique. On a besoin d'avoir ce score-là, exactement ce score-là, pour continuer à voir cet optimisme se poursuivre. On l'a vu, Léa, même la baisse de production surprise annoncée par l'OPEP+, n'a pas remis en cause le sentiment des investisseurs. Ça aurait pu être vu, je ne sais pas, comme peut-être négatif croissance ou positif inflation, je ne sais pas, mais ça pouvait être un sujet problématique pour les investisseurs. Ça n'a pas été le cas jusqu'à présent. Non, et puis la problématique de l'inflation est avec nous depuis longtemps. On pouvait s'attendre à de nouveau voir les craintes d'inflation et autres. Je pense que ce qu'a dit Florian, c'est la clé, c'est qu'on a eu des banques centrales qui ont répondu rapidement à une problématique, qui ont rassuré le marché qui est dans une phase assez volatile. En fait, on voit bien qu'on n'a pas trop d'idées, en tout cas le marché n'a pas trop d'idées sur le scénario sur les prochains trimestres. On oscille entre du no landing, du hard landing, de la récession forte. Donc le fait qu'on arrive à avoir des données qui ne sont ni trop mauvaises ni trop bonnes, il y a eu beaucoup de craintes sur les indicateurs des Fed locales aux États-Unis qui étaient en forte baisse, mais en face on avait un ISM Service qui était en forte hausse. Donc on voit bien qu'on est en fait dans cette phase où le cycle se retourne. On sait que ça va arriver, c'est normal, c'est un ajustement de cycle normal, mais pour l'instant, les indicateurs restent suffisamment robustes pour espérer que les Fed et les banques centrales de manière générale arrivent à faire un soft landing. Pareil, cette situation de tension financière, on le savait, qu'un épisode de remontée forte des taux obligataires dans un contexte normal, on savait qu'il y aurait des tensions.
La bonne surprise, c'est que effectivement les banques centrales sont arrivées vite, que pour l'instant la contagion est limitée. Et c'est ce qu'il fallait. Il fallait que les pompiers soient présents et soient présents. C'est une séquence et un processus finalement normal au regard de l'histoire. Alors, vous savez, nous, on a des modèles de cycle US. En fait, le cycle US décélère depuis juillet dernier dans nos modèles. C'est-à-dire qu'on est sur une situation normale, la Fed remonte ses taux, ça décélère. Il y avait une forte résistance de la consommation amenée par toute la logique Covid. Mais au final, la suite décélère et logique. Nous, notre indicateur, c'est ce qui pointe, c'est les créations d'emplois autour de 34 000. Quand on arrivera sur ce cycle-là, on sera sur cette phase récession molle, et puis après, pour arriver sur un scénario encore plus grave, plus fort, il faut une situation systémique. Mais pour l'instant, en tout cas, tout est en place historiquement avec une situation qui décélère graduellement. Et la bonne surprise, c'est que ça décélère sans à-coup. Ouais. Et que ça se fait bien pour l'instant. D'accord. La question, est-ce que ça peut se poursuivre de manière ordonnée ou est-ce qu'à un moment, ça peut créer une perturbation trop forte qui créerait une rupture économique? C'est exactement le discours de Florent, c'est que pour l'instant, on est vraiment sur du fine-tuning. On va nécessairement reparler des banques centrales. On voit bien que ça devient de plus en plus difficile pour elles de gérer cette situation. On n'a plus de forward guidance. On a assez de mal à voir ce qui va se passer sur les projections de taux sur les prochains meetings. La volatilité dans le pricing de marché est énorme. Alors effectivement, le VIX est très faible, mais le move sur l'indicateur de volatilité sur les marchés obligataires, lui, a des niveaux proches de ce qu'on a connu en 2008. Donc on voit bien qu'en fait, on a une problématique forte. Le travail des banques centrales, la gestion va être de plus en plus compliquée face à une inflation qui certes décélère, mais de persistance, une instabilité financière qui n'est pas forcément forte, mais des tensions financières qui vont rester présentes sur l'ensemble de l'année, fait qu'on est sur une ligne de crête. Pour l'instant, la macro tient parce qu'on a tout le surplus Covid, mais ça va être une année qui va être compliquée. Et je pense une année très volatile, qui restera volatile, même si la question de la stabilité financière est mise de côté actuellement. Alors c'est une question, Thomas Friedberger, je me tourne à nouveau vers vous. Ça va bientôt faire un mois que le choc SVB est apparu dans les cartes du marché des investisseurs. Est-ce qu'effectivement cet épisode de tension bancaire qui devait ou qui pouvait arriver à un moment, est-ce que c'est quelque chose qui appartient au mois de mars et qui restera comme appartenant au mois de mars, ou est-ce qu'on est encore dans une situation qui nécessite évidemment une vigilance renforcée et qui appelle des répliques peut-être encore devant nous? Donc l'ajustement, il se fait sans choc macro pour le moment, mais il se fait avec un choc de liquidité qui est quand même relativement inquiétant. Et donc, bon, pour répondre à cette question-là, l'aspect systémique du choc est, à mon avis, évacué. Bon, il n'a jamais vraiment existé, à mon avis, surtout que effectivement les banques centrales ont plutôt répondu assez rapidement. Mais comme d'habitude, c'est plutôt les acteurs les plus faibles qui en pâtissent. Par contre, en termes de liquidité, on n'est clairement pas revenu dans les clous. Et ça, c'est pour tout le monde. Et ça, c'est pour tout le monde et sur beaucoup de marchés. C'est ça. Que ça soit sur le marché des leverage loans, sur les marchés secondaires d'actifs non cotés, private equity, dette privée, même sur les marchés cotés, hein, et même d'ailleurs sur les marchés actions qui sont censés être les marchés les plus liquides. La liquidité n'est pas revenue. Et sur les financements bancaires, aujourd'hui, quand vous êtes investisseur dans l'immobilier, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir du levier. Donc, choc de liquidité, qui n'était pas le premier d'ailleurs. Hein, moi, j'interprète ce qui s'est passé sur les fonds de pension anglais l'année dernière comme un choc de liquidité, ce qui s'est passé sur les cryptos, pareil, ce qui s'est passé sur les produits semi-liquides américains, real estate, pareil. Là, on a le choc de liquidité bancaire, et tout ça, ça fait que le choc suivant est plus fort que le choc précédent. Et moi, c'est plutôt ça qui m'inquiète que le cycle économique. Ah oui, quand on prend la série de chocs tels que vous l'avez identifié, partant de la crise des fonds de pension britanniques, les cryptos, les semi-liquides américains et le choc SVB, chaque choc est un peu plus grand que le précédent. Ça se voit pas dans les cours, ça se voit pas dans les données macro. Mais je peux dire que quand vous êtes dans le marché, et nous on l'est, hein, on est dans la réalité du terrain, que ce soit pour exécuter des nouvelles transactions, mais aussi pour... Il y a beaucoup de risques qui sont en train de changer de main. Il y a beaucoup trop de leviers dans ce système. Quand vous avez un choc la liquidité qui s'amoindrit, les gens qui ont trop de leviers, ils sont obligés de vendre. Et donc il y a beaucoup de risques qui sont en train de changer de main. Quand vous voyez les discounts que vous pouvez obtenir en étant apporteur de liquidité, ce qui est notre cas, alors ça crée des opportunités d'investissement qui sont très intéressantes. Ça ne se voit pas forcément encore, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de vendeurs.
Et on parle de discount, je ne sais pas, à chaque fois je vous pose la question, c'est 30-40% parfois sur des portefeuilles d'actifs. Ça dépend quoi. Ça dépend quoi, j'imagine. Des portefeuilles dans le venture capital, c'est plus que ça. Enfin, ça peut être plus que ça. Dans la dette privée, c'est un peu moins. Après, c'est beaucoup de cas par cas. Mais si vous prenez le secondaire de private equity, qui était un marché qui traitait à une prime par rapport à la valeur des actifs il y a encore 1 an et demi, disons, parce qu'il y avait plus d'acheteurs que de vendeurs. Hein. C'est comme Puis vous avez des portefeuilles complètement déployés, pas de courbe en J, donc la prime se justifie comme ça. Aujourd'hui, traite plus à une prime, traite à un discount. Donc ça veut bien dire que il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, ou que l'acheteur pense que le prix du vendeur, que les valorisations auxquelles le vendeur veut vendre ne sont pas les valorisations qui sont celles de marché. Mais en tout cas, à partir du moment où les portefeuilles changent de main, il y a un prix. Et donc ce prix-là, il veut bien dire quelque chose, quoi. Ouais. Quelle peut être la traduction macro devant nous de cette situation que vous observez sur le terrain des marchés, justement? Ça dépend de l'ampleur du choc. Ça va dépendre aussi de la continuation de la réponse des banques centrales. C'est-à-dire que j'ai l'impression quand même qu'il y a eu un quantitative easing de nouveau là, avec la Réserve fédérale qui a injecté 400 milliards. Ouais, quasiment. C'est ça. Dans le système. Donc, voir les marchés remonter là-dessus, c'est pas étonnant puisque c'est relativement mécanique. Par contre, si les chiffres d'inflation continuent à être relativement sticky, visqueux, collant, ouais, exactement, et que les banques centrales sont obligées de continuer à remonter les taux, même modérément, ça peut accentuer ce type de choc de liquidité. Ça, c'est le pire des scénarios. C'est-à-dire une inflation qui ne baisserait pas malgré tout ce qu'on est en train de décrire et l'accumulation de c'est probablement tensions. Un scénario possible. Ouais. Et là, on marche un peu sur un volcan. Bon. Florian, comment est-ce que ces tensions apparues dans le système bancaire sur la liquidité pour de nombreux acteurs aujourd'hui, fournisseurs de crédit à l'économie, comment est-ce que tout ça va se retrouver dans la macro? À quel rythme, à quelle échéance, avec quelle ampleur? Comment on réfléchit à ces questions sans avoir peut-être de réponse définitive, hein. Ça fait partie du plan. Le plan de la Banque centrale, c'est d'utiliser le canal du crédit, c'est-à-dire de monter les taux jusqu'à faire en sorte que les banques cessent de prêter de l'argent. Les banques au sens large, disons, les pourvoyeurs de liquidités et de capitaux réduisent leur financement à l'économie pour ensuite engendrer un ralentissement et moins d'inflation. On en parlait tout à l'heure hors antenne. Madame Lagarde se plaignait à la précédente conférence de presse de la BCE de ne pas voir la politique monétaire atteindre l'économie, comme vous le disiez, dans des proportions suffisantes. Et une faiblesse de la transmission de la politique monétaire. Exactement. On risque d'avoir quelques surprises de ce côté-là, parce que, encore une fois, si vous êtes aujourd'hui une banque vertueuse, vous allez vouloir conserver justement cette vertu, et pour cela, vous allez réduire en tout cas vos plans de prêt globalement aux entreprises et aux ménages. Donc côté housing, côté immobilier, côté capex, ça risque d'être plus difficile. Alors, nous, on regarde plutôt du côté liquide, donc on va parler de capex, on va regarder le S&P et l'Eurostock. De votre côté illiquide, vous voyez des choses qu'on ne verra pas, en tout cas, qu'on constatera que trop tard. Mais lorsque ce plan se met en route, il va être difficile de l'arrêter. C'est ça le risque. Ah ouais, j'entends. On parlait d'un chemin de crête, j'adore cette expression-là, c'est la bonne expression. C'est une route extrêmement difficile à mener. Mais ça veut dire que ça sort un peu du contrôle des banques centrales. C'est plus juste une question de politique de taux, désormais, c'est aussi le crédit bancaire qui est en jeu. Et là, la situation est moins bien contrôlée, peut-être, de ce point de vue-là. La théorie, c'est vous avez deux outils, un outil qui contrôle la liquidité, un outil qui contrôle la lutte contre l'inflation, et on a déployé deux outils en même temps. C'est pas vraiment un quantitative easing, parce que oui, c'est vrai, on a augmenté la taille de notre bilan, banque centrale, mais néanmoins, on continue à mener la lutte contre l'inflation en maintenant des taux élevés. Ça, encore une fois, c'est la théorie. Ouais. Est-ce que la théorie peut survivre aux faits? C'est ce qu'on s'apprête à découvrir cette année. Oui, lorsque le canal du crédit commence à être endommagé, c'est plus difficile de rattraper la conjoncture. Et ça se présente comme un crunch assez général, assez soudain, assez violent. Est-ce que ça peut prendre la forme d'une contraction du crédit, mais qui serait étalée dans le temps d'une certaine manière, qui serait plus l'idée d'une normalisation peut-être par rapport à ce qu'on a pu observer les années précédentes, ou est-ce qu'il y a l'idée quand même d'un truc un peu profond, un peu rapide, un peu soudain?
Alors, moi, je conseille à tout le monde d'aller regarder ce qu'on appelle les Fed Loan Officer Survey. Bien sûr. Parce qu'on est tous autour de la table un peu conscients de ces données-là, qui sont des données qui sont trimestrielles. Et le dernier rapport date de décembre dernier. Ouais. Et ce dernier rapport fait déjà état aujourd'hui d'une situation dans l'attribution des prêts qui est équivalente au pire de 2020. Mais c'était sans ce choc bancaire. Donc on peut imaginer que dans cet équilibre des forces entre l'industrie des services qui tient bien et le financement de l'économie qui commençait à donner des signes de faiblesse, aujourd'hui, il y a eu une petite inversion des forces. Pas du bon côté, plutôt du côté qui va peser sur la construction des earnings, la construction des résultats des entreprises dans les grands indices listés, qui aujourd'hui se portent particulièrement bien. Donc il y a une question de séquence quand même. Vous dites le sentiment peut rester positif pendant encore quelques temps, mais à un moment, il y a ce rappel de la réalité qui devra s'imposer à des marchés qui n'ont peut-être pas intégré suffisamment cette réalité. À l'occasion des saisons de résultats. C'est généralement comme ça que le rythme se fait. La plupart des dérapages de marché se font généralement en septembre, parce que c'est le moment justement où on va avoir les résultats qui sortent. C'est aussi simple que ça. Léa, vos commentaires, dans quelle mesure est-ce qu'on est aux États-Unis ou en Europe sensible aujourd'hui à ce durcissement des conditions de crédit, à l'octroi de crédit quand on est un ménage, quand on est une entreprise? Tout dépend, j'imagine, si on a accès au marché de capitaux ou pas, mais est-ce que ça peut être une sensibilité très directe, très immédiate? Est-ce que ça va se voir dans les prochains Bank Lending Survey ou Loan Officer Survey aux États-Unis et en Europe du prochain trimestre ou du premier trimestre en l'occurrence? Ou est-ce que il y a aussi l'idée d'une forme d'inertie? Alors, je pense qu'il faut faire le résumé des deux interventions précédentes. La première, c'est déjà de commencer par dire on ne peut pas enlever un scénario de crise systémique du scénario global. C'est-à-dire qu'on a une multiplication de facteurs qui augmente, qui est présente. La fréquence, la répétition des incidents, des événements. Et puis on s'en doute, le niveau de valorisation, le fait qu'on soit dans une fin de resserrement, la question de la liquidité, tout ça fait que effectivement, ce n'est pas un scénario central. Il ne faut pas le considérer comme un scénario central parce que l'action des banques centrales a été préemptive et qu'on voit bien qu'elles sont conscientes du risque et qu'elles interviendront. Mais je pense qu'il ne faut pas mettre de côté ce scénario-là. Il faut le garder en tête. C'est quelque chose à monitorer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est effectivement, ça n'est pas une surprise pour un économiste aujourd'hui d'avoir un scénario de décélération de l'activité parce que les contraintes sur le crédit, que ce soit ménage ou entreprise, étaient déjà à des niveaux de 2020, voire même de 2008 aux États-Unis. Donc on est en fin de resserrement de cycle, à quelques points de base près, mais on est déjà en fin de resserrement de cycle. Quand vous regardez les fondamentaux de l'économie, on était déjà sur des niveaux de consommation qui étaient soit en franche décélération aux États-Unis, soit en contraction en Europe, avec une inflation qui est problématique, qui est certes en décélération, mais la deuxième partie de l'année va nous montrer que l'inflation est certes en décélération, mais qu'elle va rester élevée, sur ce qui est notamment sur les facteurs qui sont ressentis par les ménages, par les entreprises. Donc tout ça va se cumuler avec un niveau de confiance qui était déjà franchement bas. Donc effectivement, l'impact ne va pas être immédiat. On ne va pas le voir sur les données de mars-avril. Par contre, nous, on s'attend sur nos scénarios qu'au fin de Q2, début Q3, on arrive sur des niveaux d'activité et de croissance qui deviennent négatifs. Alors, on est déjà autour de 0 en zone euro, donc c'est pas compliqué. Oui. En fait, on va être dans cette décélération franche. La question, c'est en fait celle de l'ampleur. Ce que je vous disais, en fait, avant même le choc SVB, nos modèles montraient que les activités étaient en phase de décélération, que la contraction du crédit commençait à jouer, à se matérialiser, que les ménages étaient pénalisés par l'inflation, que le marché de l'emploi ralentissait. Certes, c'était plus résilient que ce qu'on voyait dans les cycles précédents, mais on était dans des images d'économie qui étaient déjà en ralentissement. Là, la question, c'est est-ce qu'on est sur des seuils où on va flirter avec le 0 et entre moins 0,5 et 0, le mild recession, le scénario que tout le monde a un peu en tête, ou est-ce qu'on va aller chercher des chocs plus profonds? Là, pour moi, il y a deux réponses. La première, c'est les réactions des banques centrales. Qu'est-ce qui va se passer? Comment elles vont faire? Il y a effectivement ces deux outils. Et là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait entre une question de stabilité financière qui est certes résolue, mais qui va rester un problème majeur, et une inflation qui ne reviendra jamais à 2%. Donc, on a une ligne de crête, encore une fois, pour l'économie, pour les banques centrales à gérer. Et donc, nous, on a effectivement ce scénario de décélération de l'activité qui va se mettre en place sur le Q2, qui va être vraiment visible fin de Q2, début Q3, assez fort.
plutôt sur des scénarios qui seront sous les zéros, en contraction. Et puis après, il y a vraiment l'incertitude sur la seconde partie d'année. Qu'est-ce que font les banques centrales? Qu'est-ce qu'elles font avec une inflation qui va rester autour de 4 ? Et dans ce contexte-là, comment on fait sur un canal du crédit qui est déjà contraint et une question de crédibilité de banque centrale qui va se poser. C'est-à-dire que, in fine, à un moment ou à un autre, elles vont devoir abandonner leur objectif d'inflation. À un moment, il va y avoir un problème. Quand on a... Les investisseurs sont déjà convaincus. Je disais dans le Fund Manager Survey de BofA, je crois, début mars, 2/3 des investisseurs pensent que les banques centrales ne ramèneront pas l'inflation à 2%. Si ça implique une crise économique majeure ou une récession dure, ou une crise financière. Je le rajoute parce que je crois que l'enquête était faite avant les événements SVB et autres. Mais jusqu'à une limite de 4%. Oui. Mais il y a vraiment cette question. Limite, on arriverait à une inflation autour de 3. On pourrait dire qu'on est dans le cycle et que autour de 2, dans une histoire de cycle de moyenne, c'est pas. Si on arrive avec des inflations à 4, qu'est-ce que font les banques centrales ? Je pense qu'à un moment ou à un autre, au cours de cette année, la question de crédibilité va se poser et ça va être un problème à un moment où la stabilité financière doit aussi être tenue par les banques centrales. C'est un vrai sujet. Thomas, vos commentaires, bien sûr. Et puis, un mot peut-être de l'intensité de la reprise chinoise et asiatique dans son ensemble. Alors, je fais le lien d'ailleurs avec la baisse de production annoncée par l'OPEP+. On peut disserter de la dimension politique ou géopolitique. La question, c'est est-ce qu'il y a un rationnel macro derrière cette baisse de production ? Est-ce que cette baisse de production est aussi le constat que l'intensité énergétique ou pétrolière de la reprise en Chine est peut-être moins forte que ce qu'on pouvait imaginer ? Pour le moment, ça a l'air d'être le cas. Pour le moment, ça a l'air d'être le cas. Après, la Chine est quand même en train de réouvrir, le business se normalise. Là aussi, la Banque centrale a plutôt une attitude relativement pragmatique, on va dire. Et on voit clairement dans la région le business repartir, pour le coup, de plus belle. Hong Kong est en train de réouvrir avec une activité qui est redevenue quasiment normale. Et puis, toute la région du sud-est asiatique a une activité extrêmement soutenue. Donc, Et c'est une désynchronisation de ce qu'on vit ou ce qu'on va vivre, nous, en Europe, aux États-Unis. On peut avoir comme ça un monde à différents niveaux, différents régimes de croissance. Oui, ce serait plutôt pas mal. Après, il faut être assez humble sur les prévisions. Parce que sur l'inflation, je rappelle qu'il y a 2 ans, personne ne pensait qu'on irait au-delà des 2% d'objectifs d'inflation. Donc, oui. Sur l'inflation, d'ailleurs, là, le sujet qui monte, qui remonte d'ailleurs jusqu'aux dirigeants des banques centrales, c'est la question des marges, de l'inflation tirée par les marges, la spirale prix-marge, prix-profit, plus que la spirale prix-salaire. C'est un narratif assez nouveau de la part des banques centrales, même si on peut constater tous le phénomène quand même de manière empirique, parfois depuis plusieurs mois, plusieurs trimestres. Qu'est-ce que ça change ? Est-ce que le risque est moins sur les salaires que sur la volonté des entreprises, dans certains secteurs, certaines industries, de maintenir le plus possible et le plus longtemps possible leurs marges et leur prix de vente ? Oui, c'est une question de timing pour le coup, parce que ça peut pas, on peut pas construire un modèle long terme sur ça. D'accord, c'est pas soutenable. Je pense pas. Je suis pas économiste, donc non, mais je laisse. Non, mais vous connaissez les entreprises, c'est-à-dire que là, ça mêle un peu le micro. Micro-analyse et la partie macro. C'est probablement pas très soutenable. Voilà, donc les marges des entreprises vont se contracter, sont déjà probablement en train de se contracter un peu. Alors après, il y a quelques artifices qui permettent de gagner du temps, et puis ça prend du temps de toute façon à s'ajuster. Et ça, couplé avec des taux d'intérêt structurellement plus hauts, donc des multiples de valorisation structurellement plus bas, ça doit aboutir normalement à une correction saine sur les valorisations, Et ça, dans tous les, que ça soit du listé, du privé, du crédit, des actions. Et on le voit, le marché commence malgré tout à intégrer cette idée-là. Au-delà des indices qui sont au plus haut, est-ce qu'on a quand même, derrière le niveau des indices, déjà une anticipation que certains secteurs vont voir leur marge baisser ? Moi, je trouve qu'il y a une certaine complaisance là-dessus.
Voilà. Mais c'est dû aussi au fait que ça fait 40 ans qu'on n'a pas connu ça et qu'on a perdu les réflexes. On a perdu les réflexes. Mais d'ailleurs, c'est un autre sujet. Mais quand vous voyez ce qui s'est passé chez Silicon Valley Bank, on voit bien que nos cerveaux, tous de manière collective, sont quand même biaisés par 40 ans de désinflation sur les problématiques du risque de duration et des corrélations entre les actifs risqués et les actifs non risqués. Et donc, mais ceci dit, je pense qu'il y a, et le fait que dans les marchés non cotés, les valorisations commencent à s'ajuster, c'est aussi un signe relativement sain. Avancé. Avancé. Ah ouais, j'entends. Florian et Léa aussi, cette question de l'inflation par les marges, soutenable ou pas? Je lisais ce que nous disait Fabio Panetta, membre du directeur de la BCE, dans un article interview au New York Times ce week-end. Alors, il constate l'inflation par les marges, dans la dynamique qu'on peut observer sur les derniers mois et les derniers trimestres. Il en fait un facteur de risque de persistance de l'inflation à un niveau élevé. Je comprends qu'il n'exclut pas totalement l'idée que ça joue aussi dans la persistance de l'inflation. Non mais Florian et puis Léa... Alors, toutes les entreprises n'ont pas le même pricing power. Déjà, on regarde évidemment beaucoup les grandes qui, elles, sont capables d'aller pousser justement ces hausses, de maintenir leurs marges. Leurs marges sont plus haut, effectivement. C'est un fait. Mais si on regarde rien que la performance action des indices équipondérés, vous savez, qui a souvent un point de comparaison intéressant, on est loin d'avoir la performance qu'on observe sur les large caps, sur les grandes entreprises. Donc, c'est déjà une partie seulement de l'économie où on observe ce phénomène-là. Et ensuite, le deuxième élément, c'est, à mon sens en tout cas, quand une entreprise voit le prix de ses intrants commencer à baisser, c'est généralement pas bon signe vis-à-vis de l'avenir. C'est-à-dire quand le prix de vos matières premières commence à reculer, le prix des salaires, enfin le prix du travail, le salaire, lui, légalement, généralement, il ne recule pas. Par contre, le prix des matières premières, lorsqu'on commence à les voir reculer, c'est plutôt un signe d'affaissement de la demande qui va ensuite, par effet boule de neige, va finir par vous impacter. Mais les prix de vente, pour l'instant, ils continuent de progresser encore un peu. Oui, bien sûr. Mais les résultats, c'est la quantité fois marge. Donc, le moment où on voit généralement la baisse du prix des intrants, un peu plus tard, la partie quantité, je serais ravi d'en débattre sur le plateau, mais la partie quantité commence à être touchée, et ça s'appelle une récession. Donc il y a un moment où ça pourrait dégénérer en landing normal, en atterrissage tout court, comme on a pu le voir dans pas mal de cycles précédents. Et vous n'avez pas de doute que la fonction de réaction des entreprises amènera à un moment ou une modération des hausses de prix, ou une baisse peut-être même des prix finaux de vente? Disons, j'ai la faiblesse de penser que la demande, au final, fera sa loi au sein de ces marchés-là. Mais pour l'instant, tous ces stimulus Covid dont on a pu bénéficier ont créé un choc de demande qui s'est mélangé avec un choc d'offres qui ont l'air inarrêtables. Maintenant, le crédit à la consommation recule, l'épargne des ménages a été considérablement endommagée aujourd'hui. Combien de temps ça peut durer? Comme disait Léa, c'est difficile d'arriver à avoir un timing précis de la séquence des événements, mais on commence à voir pas mal d'éléments ici ou là, qu'on regarde micro ou macro, qui commencent à nous dire attention, prudence. Oui, le sentiment est positif, mais peut-être que la partie fondamentale est moins positive que ce qu'on y pense. Léa, on va revenir à une économie de la demande plus qu'une économie de l'offre. Ça peut prendre combien de temps? Je cite toujours l'exemple, alors le pauvre, parce que c'est à chaque fois lui le patron de Lufthansa, début mars, devant les analystes financiers. Vous allez pouvoir remonter vos capacités. La demande est plus que normalisée. Vous faites face à une explosion de la demande pour vos vols chez Lufthansa. Vous pouvez remonter vos capacités, vous allez le faire. Ah non. Non, et peut-être pas pendant des années. Parce que, avec le yield management que je peux mener aujourd'hui, chaque vol est beaucoup plus rentable que ce que je n'ai jamais pu imaginer, même dans ma carrière. Je caricature, mais c'était quand même l'idée devant les analystes financiers. Les hausses de prix, c'est too much fun. Voilà ce qu'il déclarait, pour le coup, entre guillemets, le patron de Lufthansa, qui, au passage, a reçu 10 milliards d'aides publiques pour pas sombrer en 2020. Non, mais petite parenthèse, parce que voilà, beaucoup d'entreprises sont aussi dans ces situations-là, soutenues pendant le Covid, avec effectivement une contrainte sur l'offre qui peut perdurer, qui peut servir d'excuse aussi dans certains cas. Je pense que c'est vraiment la question de séquence en fait qui est importante. C'est-à-dire que là aussi, je pense que cette question des marges, c'est un peu le rétroviseur. C'est-à-dire que quand on a... Les banquiers centraux s'en aperçoivent un peu trop tard. Alors, c'est déjà normal de mettre ce sujet-là en avant, c'est important. Il y a de toute manière... Il faut marteler que la Banque centrale est à la manœuvre, qu'elle est crédible, qu'elle regarde, qu'elle est consciente des problèmes. Enfin, tout ça va dans en plus la volonté
d'amélioration de la communication Banque centrale. C'est normal d'avoir ce discours-là. Mais quand on est dans un scénario tel qu'on a aujourd'hui, où on va vers un affaissement assez conséquent de la demande dû à une restriction de crédit, où les ménages sont en fin de cycle, où l'économie est en fin de cycle, j'ai du mal à croire que cette amélioration qu'on constate va être durable au-delà de quelques trimestres, compte tenu de l'environnement et de l'ajustement de la demande. Vous parliez du pétrole tout à l'heure, c'est un peu la même chose, nous, sur le scénario pétrole. Alors, on est encore en train d'ajuster les projections, mais on avait, ou en tout cas le scénario tel que on peut le prendre sur les projections de l'agence internationale, l'agence américaine de l'énergie, ce qu'elle avait en tête, c'était qu'on avait une hausse de la demande assez conséquente chinoise sur les prochains mois, ce qui amenait un peu à la hausse les prix du pétrole, mais qu'au-delà de ça, on avait toujours une offre qui restait nettement supérieure à la demande. L'ajustement qu'on a là de l'Arabie saoudite sur l'offre doit aussi se faire en parallèle d'un ajustement plus fort que ce qu'on avait en tête, ou en tout cas ce que l'agence américaine projetait dans le scénario. Donc tout ça est un peu lié, c'est-à-dire qu'on va quand même vers un cycle cette année où on va avoir un affaissement de la demande, probablement plus fort que ce qu'on anticipait. Tout ça se reflète à la fois sur les prix, sur la partie pétrole, sur la partie conso. Et donc, c'est normal d'avoir ce discours-là. Et puis, en plus, ça répond aux craintes de la population, aux craintes actuelles. Mais je pense que c'est un peu rétroviseur et que le scénario de cette année ne sera pas le même que celui qu'on a eu l'année dernière, bien loin de là. D'accord. Oui, donc on va retrouver une forme de relation normale de ce point de vue-là. En fait, on va épurer... Ça a pris du temps, mais... Le post-Covid. C'est comme ça qu'on essaie de faire. On a eu le post-Covid, et puis là, on annule tout ça, en fait. On revient à une situation normale. Pareil, c'est comme... Vous parlerez vendredi des créations d'emplois. Ça va probablement être non, on la n'en même parlera chose, pas, on ne sera pas là, mais on en parlera... mais ça sera ça. En fait, là, cette année-là, on va enlever le Covid, on va enlever les rebonds, et on va voir qu'on a une économie qui s'essouffle. Et ce qui est normal en fin de cycle resserrement, d'autant plus vu la vitesse du resserrement qu'on a connu. Qu'est-ce qu'on fait sur le plan de l'investissement ? Thomas, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, dans le monde notamment des actifs privés, non cotés, que vous connaissez particulièrement bien. Il y a ceux qui sont en levier, qui souffrent aujourd'hui, qui sont obligés de vendre, forcer certains portefeuilles d'actifs. Et puis de l'autre côté, il y a les apporteurs de liquidités. Vous vous mettez dans ce camp-là chez Tikehau. Thomas, alors je voyais, c'est emblématique, je cite un de vos grands concurrents, mais KKR vient de lever, vous l'avez vu, j'imagine, 8 milliards d'euros ou de dollars, je crois, pour son nouveau fonds de buyout européen. C'est un record historique et il semble que le signal ce soit que l'Europe va être un territoire d'investissement et d'opportunités, d'affaires très important. Oui, en plus en disant que c'était une opportunité unique, et ce avec quoi on est assez d'accord d'ailleurs, en particulier en Europe. Mais il n'y a pas que dans les actifs non cotés. Dans le crédit, on aime bien le crédit court terme, short duration. Aujourd'hui, avec un portefeuille majoritairement investment grade, vous avez plus de 6% de rendement, tout en étant très sélectif sur la sélection de valeur. Donc il y a aussi de la valeur dans certains segments. Et puis les subordonnées financières, on n'en parle même pas. Ah oui, ça a été. Même si ça a bien repris, je crois. Ça a bien repris. Bien corrigé la baisse en partie. Assez impacté par ce qui s'est passé avec Crédit Suisse. Là, il y a eu des très bonnes nouvelles ces derniers jours, puisque les HSBC a rappelé ce qu'on appelle les legacy tier 1. Bien sûr. Ça a fait represser le marché à la hausse, mais il y a encore des taux de rendement actuariels qui sont extrêmement intéressants. C'est pas un marché qui est mort. Non, mais attends, super parenthèse. C'est pas un marché qui est mort. Parce que moi, j'avais vu une banque allemande qui avait skippé, au contraire, un rappel d'AT1. La HSBC, qui est quand même une autre nature, refinance quand même ses obligations hybrides. C'est pas un marché qui est mort. On va voir, mais c'est pas à souhaiter, parce que si ce marché-là est mort, ça veut dire que le coût de financement des banques, d'une manière générale, en Europe, va augmenter, et que donc leur appétit au risque va baisser encore plus, et donc ça va être procyclique dans le sens d'une récession. Donc c'est pas à souhaiter. On va voir. Je pense que les déclarations de la Banque d'Angleterre, de l'ESMA, de la Banque Centrale Européenne visent justement à montrer que ce marché-là, ce qui s'est passé avec les alternatives tier 1 de Crédit Suisse qui ont été ramenés à zéro alors que les actionnaires, eux, ont été partiellement compensés, ne se passerait pas dans leur zone. Donc ça a contribué à ramener un peu la confiance. Mais il y a quand même eu un petit choc. C'est un marché de 200 milliards d'euros. Donc c'est pas rien. C'est un grosse source de financement de capital hybride pour les banques. Il faut souhaiter que ce marché-là soit pas mort. En tout cas, le risque est bien rémunéré et on trouve qu'il y a beaucoup de valeur là-dedans. Et puis après, sur le non-côté, il y a effectivement beaucoup de choses à faire. Et juste sur le crédit, avant ça, Thomas, on reste très court en duration.
Il n'y a pas encore l'idée de se dire, tiens, ça peut être intéressant d'aller chercher un peu plus de duration. De manière sélective, on peut aller un peu plus loin. Donc, typiquement, les subordonnées financières, il y a quand même de la duration là-dedans. Hein. Donc, quand le risque est bien rémunéré, ça vaut le coup de le prendre. Nous, on est encore dans un scénario possible de remonter des taux longs pour plein de raisons d'ailleurs, hein, et de manière assez structurelle. Sur le long terme, je pense que les taux longs ne peuvent que remonter. Et donc, on n'est pas. Donc, c'est une vue structurelle sur la duration que vous avez. Pour l'instant, oui. En tout cas, on trouve que c'est toujours un problème de rémunération du risque. On trouve que le risque n'est pas bien rémunéré sur la partie longue de la courbe, sauf exception. Et donc, quand il y a des exceptions. Vous êtes dessus. Et sur la partie privée, c'est déjà le moment des opportunités. KKR, ils disent sur le fonds européen, il y a 6 mois un peu compliqués et après on déploie. Ouais, c'est probablement dans les prochaines années, mais sur les actifs non cotés, le temps de déploiement du capital est beaucoup plus long. Donc vous avez des périodes d'investissement de 4-5 ans sur un fonds. Donc c'est effectivement dans les 4 ou 5 prochaines années, il va y avoir une opportunité, en particulier en Europe parce qu'il y a moins de leviers. Donc le marché est plus sain. Et puis aussi parce que probablement le processus de démondialisation fait que les entreprises européennes vont devoir se refocaliser sur leur marché domestique, comme toutes les entreprises du monde. Et qu'on est 400 millions. Et qu'on est 450 millions. Et quand vous voyez les entreprises qu'on a en portefeuille, en particulier dans les domaines de transition énergétique, de cyber, etc., aujourd'hui, c'est des entreprises qui, historiquement, ont fait plus de business avec la Chine ou les États-Unis qu'avec l'Europe elle-même. Et en fait, ce qu'on fait en leur apportant ce capital patient, c'est de les aider avec notre réseau en Europe à se reconnecter à leur marché européen. Et là, ça peut créer énormément de valeur pour les entreprises de taille intermédiaire. Florian, les considérations d'investissement qui vous animent aujourd'hui dans les portefeuilles que vous supervisez, donc marché liquide essentiellement, où est-ce qu'on en est des équilibres ? On navigue un petit peu à vue entre la multiplicité des scénarios dont on parlait précédemment. Aujourd'hui, ce qu'on dit à nos clients, c'est qu'on a en gros une espèce de 60-40. Mais modernisé, c'est-à-dire qu'on a bien 40% de risque equity-like, on va dire, et puis on a 60% de couverture qui vont être 30% en duration, on en a un peu plus remis récemment parce que un peu de baisse de volatilité en tout cas, et puis l'aspect diversification, mais on a encore 30% de cash en portefeuille. Donc ce 60, c'est un 30-30, 30% cash, 30% duration, sensibilité taux comme vous voulez l'appeler, et ça nous semble être disons, un portefeuille qui concilie à la fois cet aspect soft landing et puis potentiellement, on a le doigt sur la gâchette évidemment, si on a besoin d'aller dans des choses plus défensives, en tout cas d'offloader un petit peu, de laisser passer un peu plus de crédit, enfin de retirer un peu de crédit, retirer un peu d'equities. Pour l'instant, on est content avec ce qu'on a, mais on navigue entre ces différents scénarios. C'est la difficulté à laquelle on est confronté. Et justement, si on essaye de mettre des probabilités, tant qu'on y est, c'est quoi ? C'est aussi un 60-40 sur le scénario soft landing versus hard landing ? C'est l'idée, c'est la proportion ? On a commencé le premier trimestre avec une espèce de 80-20, disons, 80% soft landing, 20% hard landing. Là, les probabilités, elles sont décalées. On est plutôt du 70-30%, je dirais, aujourd'hui. Encore une fois, il faut qu'on découvre, si on voit du côté macro, ce que vous voyez déjà du côté micro. C'est ça la difficulté. Sur les considérations d'investissement, qu'est-ce qui vous intéresse, Léa, en tant qu'économiste là aujourd'hui ? Alors, nous, on a fait attention à l'impact émergent. Récemment, compte tenu de l'environnement plus risqué, plus global, est-ce qu'on voyait une logique émergente qui se dessinait ou pas ? Plutôt rassuré en tout cas sur la situation actuelle. La contagion est plutôt limitée. On a essayé de cerner quels sont les pays qui seraient à risque soit de tarissement du financement extérieur avec de faibles liquidités. Globalement, très peu de pays, avec un pays quand même à mettre en avant qui est un peu toujours le même, qui est la Turquie. D'autant plus que les élections arrivent début mai, donc à surveiller, à mettre en avant. Et après, dans l'ensemble, on est plutôt dans une situation favorable sur les émergents. Ils sont en amont du cycle. La situation de l'inflation, hormis quelques pays, s'ajuste. La situation monétaire est plutôt en adéquation avec la macro. Donc, une période plutôt favorable aujourd'hui, avec toujours les poches et les pays sur lesquels faire attention. Mais voilà. Mais c'est une crise à laquelle ils peuvent résister. Ils ont des problèmes. Enfin, ils ont... des situations qui sont parfois pas enviables d'ailleurs, mais c'est une crise de la liquidité en dollars à laquelle ils peuvent résister. Alors, encore une fois, si la crise telle qu'on la connaît aujourd'hui ne dégénère pas, si elle était amenée à dégénérer, c'est ce qu'on a regardé, quels sont les émergents qui ont à la fois
un levier domestique, une problématique de crédit élevée, donc c'est traditionnellement les pays asiatiques, et avec une faiblesse en termes de soutien public budgétaire, et là c'est le Brésil qui ressortirait. Donc il y a des pays qui sont à risque en cas de propagation. Pour l'instant, ce n'est pas le scénario, mais si ça venait à être le cas, Turquie, Brésil et un certain nombre de pays asiatiques. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Léa Dauphas, chef économiste de TAC Economics, Florian Yelpo, responsable macro chez Lombard Odier EM, et Thomas Friedberger, directeur général adjoint de Tikeo Capital. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des matières premières. Et l'actualité, de ce point de vue-là, est riche. Benjamin Louvet est à mes côtés en plateau, directeur des gestions matières premières chez Ophi Invest Asset Management. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Grégoire. J'ai appelé ça le poison d'avril de l'OPEP. Ouais, bien vu. Non mais vous devriez faire du journalisme. Je m'en suis déjà enthousiasmé toute la journée d'hier, mais je réplique à nouveau le jeu de mots aujourd'hui. Oui, parce que c'est la question quand même de savoir, est-ce que c'est juste un poisson d'avril, c'est-à-dire petite blague comme ça qui va rester circonscrite au sujet de la semaine, ou est-ce que c'est un poison quand même un peu plus lent et peut-être avec lequel il faut être vigilant? Il faut être vigilant parce que c'est beaucoup plus profond que ça. Alors d'abord, effectivement, c'est une vraie surprise pour le coup, puisque personne ne s'y attendait. Le ministre du pétrole saoudien lui-même, Abdelaziz bin Salman, avait dit il y a quelques semaines qu'on resterait comme ça jusqu'à la fin de l'année. Et puis là, d'un seul coup, une baisse, et puis une baisse significative, puisqu'on parle quand même d'une baisse par les pays de l'OPEP d'1 166 000 barils à partir du mois de mai, auxquels vont s'ajouter les 500 000 barils de réduction du pétrole russe qui devaient s'arrêter en juin, mais qui finalement vont durer jusqu'à la fin de l'année, ce qui veut dire qu'à partir de juillet, on a 1 666 000 barils de moins, ce qui fait quand même 1,7% à peu près de la demande mondiale. Ouais. C'est loin d'être neutre. On est au total à plus de 3,6 millions de coupes dans la production, sur un marché dont la plupart des analystes, et dont nous faisons partie, pensons qu'en deuxième partie d'année, qui devrait être très tendu. Il faut savoir qu'on a un manque d'investissement de longue date dans ce secteur, qui fait que, sur les produits raffinés, on est tendu, sur la production, on est tendu, la production nord-américaine, notamment le pétrole de schiste, qui nous a beaucoup aidé depuis 2008, et depuis l'annonce par l'Agence internationale à l'énergie du pic de production sur les pétroles conventionnels, on a tenu grâce au pétrole non conventionnel, et notamment le pétrole de schiste américain. En début d'année dernière, on prévoyait pour 2023 une croissance de ce pétrole de schiste de 1 million de barils par jour. En fin d'année, on prévoyait 600 000 barils par jour. Aujourd'hui, on prévoit 300 000 barils par jour. Manque de main-d'œuvre, hausse des coûts de production, hausse des coûts de financement. Les meilleurs gisements sont a priori en train de s'épuiser. On a une rentabilité par puits qui est en train de baisser. Tout ça, et puis les actionnaires qui demandent de la rentabilité et puis de la productivité. Tout ça mis bout à bout, ampute. Et c'est peut-être une partie de l'explication de ce mouvement. C'est que jusqu'à maintenant, l'OPEP était plutôt dans la réaction, même on a déjà eu l'occasion d'en parler, plusieurs personnes annonçaient que l'OPEP était morte parce qu'il y avait justement ces pétroles de schiste. Et là, l'OPEP est en train de reprendre la main et est en train de montrer que la banque centrale du pétrole, c'est l'OPEP. Ouais. Et ça, c'est un élément extrêmement fort, parce que s'ils le font aujourd'hui, c'est parce qu'ils savent justement que le risque de perdre des parts de marché au regard d'autres acteurs est très faible. L'autre élément qui est important, c'est que c'est un signal très fort envoyé aux Américains, comme quoi l'unilatéralisme, c'est fini, quoi. Maintenant, on rentre dans un monde multipolaire, et aujourd'hui, ils ont des clients aussi à l'Est, en Inde, en Chine. Ils ont des bons rapports avec la Russie. Pendant très longtemps, ces deux nations ont eu du mal. Enfin, on parle de ces deux nations. Quand je parle de l'OPEP, on parle essentiellement de l'Arabie Saoudite, qui est leader, qui a réussi à mettre tout le monde au pas au sein de l'OPEP. Maintenant, les réductions de production sont respectées, parce que l'OPEP a été très clair. Je me souviens, je crois que c'était en 2014, j'avais appelé ça le coup de génie de l'OPEP. À l'époque, l'Arabie Saoudite avait dit on va réduire. Ils avaient fait une réunion, une pré-réunion où ils avaient dit bon, on va réduire parce que le marché était en train de baisser. Ça avait calmé le marché, qui avait repris quand même 20%. Et puis, quand ils se sont revus pour réduire réellement, les autres nations ont regardé leurs chaussures. Pas besoin de couper. Moi, je vais pas couper. Et là, l'Arabie Saoudite a dit écoutez, c'est simple. Ouais. Si vous coupez, je coupe. Si vous ne coupez pas, je coupe. Donc, soit vous réduisez tous votre production de 5%. Et on vend tous notre pétrole 20% plus cher, soit vous ne vendez plus rien. Et vous vendrez 100% de votre pétrole, mais 20% moins cher. C'est vous qui voyez. Et depuis, tout le monde est au diapason. Donc l'OPEP a vraiment repris la main. Je crois que c'est un point important. Et le message aussi, peut-être un message à l'intention des Américains, parce que pendant très longtemps, les Américains se sont servis
de toutes les armes à leur disposition pour contenir le prix du pétrole, et notamment l'année dernière, vente de leur stock stratégique. L'OPEP l'avait accepté en se disant on se refera quand ils vont reconstituer leur stock stratégique, ce qui constituera un support. Et Biden leur a dit je rachète pas. Et là, Biden ne rachète pas, et puis il n'est pas prêt de racheter parce qu'il n'y a pas encore eu de demande, donc ça ne sera pas avant au moins 2024. Et il semble que l'Arabie Saoudite l'ait mal pris. Donc ça fait beaucoup d'éléments géopolitiques qui viennent s'ajouter à un signal qui n'est pas du tout aussi banal qu'il peut paraître. Mais 2 points importants. Hein. On reste dans un marché d'offres contraintes. Oui. Même le ralentissement, la moindre reprise chinoise que ce qu'on pouvait imaginer par rapport au précédent, le ralentissement à venir des économies européennes, américaines qui n'est pas encore totalement matérialisé, même ces éléments-là n'enlèveront pas toutes les tensions dans ce marché du pétrole. Les prévisions qui sont faites par l'Agence internationale à l'énergie, par l'Agence américaine à l'énergie, qui sont revues tous les mois, font état d'un nouveau record de consommation de pétrole dans le monde cette année. De mémoire, l'Agence internationale à l'énergie annonce 102 millions de barils par jour. L'agence américaine est à 102,7 millions de barils par jour. Effectivement, la croissance chinoise tarde à repartir, mais on a des signaux précurseurs qui semblent montrer qu'elle est en train d'arriver. On a eu des indices Caixin qui étaient très très bons sur le non-manufacturier et sur le manufacturier. Sur les petites entreprises, c'est encore plus délicat, mais on sait qu'elle redémarre après. Donc on a plutôt des éléments positifs. On a eu quand même la fin de la politique zéro Covid, ça veut dire une reprise de l'économie chinoise. Mais dans un premier temps, ça veut dire une épidémie de Covid. Donc ça retarde cette reprise. Donc c'est pas complètement illogique. Donc on a plein d'éléments qui font que oui, on pense que la consommation va augmenter et que dans le même temps, la production, elle, est contrainte et de plus en plus, puisque même sur les pétroles de schiste où on espérait quand même avoir des développements, on est relativement limité. Jusqu'où ça peut emmener les prix ? Pour moi, on l'avait déjà dit, je le maintiens, on pense que le prix du pétrole devrait se stabiliser quelque part autour de $100, sachant que si on devait avoir un moindre ralentissement de la croissance en Europe et aux États-Unis, et qu'on devait avoir dans le même temps des incidents de production, il ne faut pas oublier par exemple qu'on va pas tarder à rentrer dans la saison des ouragans. Ah, des ouragans. Et dans la saison des ouragans, vous ne savez jamais comment ça peut se passer. Ces dernières années, ça s'est plutôt bien passé. Oui, le moindre grain de sable, c'est ça. Le moindre grain de sable. Le patron de Saudi Aramco l'avait dit en novembre dernier, je crois, dans une interview. Juste après la baisse d'octobre, je m'en souviens très bien. L'OPEP venait de baisser en octobre. Le patron de Saudi Aramco disait attention, le problème d'offre ne fait que s'accroître. Exactement. Et il disait si l'année prochaine la Chine redémarre et que l'Occident ne ralentit pas, je ne sais pas comment on fournit du pétrole au monde pour pouvoir tenir la croissance. Donc on a un vrai sujet durable et qui est d'autant plus durable que 2 choses. La première, les contraintes environnementales sont là et donc les entreprises du secteur privé réduisent leurs investissements dans ce secteur. Donc la part de marché des entreprises nationales que constituent les entreprises principalement de l'OPEP, elle va augmenter de plus en plus. Et donc, comme le prix de production de leur pétrole augmente et qu'ils auront de plus en plus la main, ils pourront peut-être fixer un prix du pétrole plus élevé. Toute proportion gardée, est-ce que dans ce contexte, ça remet une pression peut-être favorable sur des producteurs américains de pétrole alternatif ? Est-ce qu'à ces niveaux de prix, avec peut-être une pression politique un peu plus favorable, est-ce que ça permet d'aller chercher quand même un peu de baril à la marge ? J'ai bien peur que non. Alors, c'est pas ma réponse à moi, c'est Scott Sheffield, le patron de Pioneer. Oui, il le dit. Non, mais il y a quelques mois, quand Biden l'a poussé, il a dit ça serait même contre-productif. Parce qu'on commencerait à augmenter notre production, et puis là, comme on ferait à nouveau de la productivité et plus de la rentabilité, les investisseurs s'en iraient et on n'aurait plus les moyens de développer notre production. Donc ça serait un feu de paille. Donc les entreprises aujourd'hui du pétrole de schiste ont une volonté de discipline sur leur activité. Ils ont un autre problème, je vous le disais, quand on regarde l'année dernière pour la première fois, la rentabilité par puits dans le pétrole de schiste, dans le bassin permien, a baissé. Ce qui veut dire que quelque part, on arrive un peu au bout des meilleurs gisements. Et donc, quand un gisement arrive à terme et qu'on le remplace par un nouveau gisement, il produit moins. Et donc, maintenir la production, c'est déjà très bien. L'augmenter légèrement, c'est bien. Et d'autres cabinets d'analyse, comme Rystad Energy, par exemple, qui est un cabinet très réputé dans le secteur, estiment que si la croissance des pétroliers de schiste devait dépasser à nouveau les 5%, ils pourraient épuiser leurs réserves à un horizon très bref, c'est-à-dire avant 2030.
Donc c'est relativement... Alors, la parenthèse schiste se refermerait plus vite que prévu encore. De schiste américain. Oui, de schiste américain. On a du schiste Oui, ailleurs. non, mais- Après, il n'a pas été aussi gâté au niveau géologique. Il y en a en Chine, mais les coûts de production sont bien plus importants. Il faut qu'on parle des métaux, Benjamin, Oui. également. Hein, c'est la stratégie nouvelle que vous pilotez chez Ophi Invest AM. Donc, Metals, je ne sais plus quel est le nom. Energy Strategic Metals. Voilà, tout est, Les dit, métaux- dans le, tout est dit dans le titre. Qu'est-ce qu'on peut dire des prix de marché là, sur ces métaux stratégiques et redonner peut-être quelques éléments un peu de la stratégie? Le prix de ces métaux a finalement été très sage, même plutôt baissier ces derniers mois. En tout cas, jusqu'à l'annonce de la reprise de l'activité en Chine, enfin de la fin de la politique zéro Covid, qui a donné un gros espoir en fin d'année dernière. Puis comme ça a un peu tardé, Oui. le soufflet a un peu retombé. Donc aujourd'hui, on est sur des niveaux qui sont relativement raisonnables, mais on sent la tension qui arrive de partout. Les besoins générés par la transition énergétique sont absolument considérables. On en a un exemple patent l'année dernière. L'année dernière, il ne vous aura pas échappé qu'en Chine, il y a eu une énorme crise immobilière. On a eu la politique zéro Covid qui a beaucoup contraint l'activité. Et donc, effectivement, la consommation de cuivre dans les secteurs traditionnels a baissé de 450 000 tonnes. Mais dans le même temps, la Chine construit aujourd'hui installe chez elle quasiment une éolienne sur deux, un panneau solaire sur deux et développe massivement son système électrique. Résultat, la demande de cuivre dans les secteurs des technologies vertes a augmenté de 550 000 tonnes. Et donc la demande de cuivre l'année dernière en Chine, qui était en ralentissement, a augmenté. La demande de cuivre l'année dernière en Europe a augmenté. La demande de cuivre aux États-Unis a augmenté. Et on sait qu'on doit accélérer encore sur la transition énergétique, sur l'installation des éoliennes, sur l'installation des panneaux solaires, et donc que ces besoins ne vont faire qu'augmenter. En fait, on n'a pas beaucoup de problèmes. Alors, est-ce qu'on commence, ça fait des années presque que vous nous alertez sur ce sujet, sans doute, Benjamin, est-ce qu'on commence à ce stade, en avril 2023, à avoir des projets de capacité nouvelles, émerger, se mettre en place? Ça dépend des secteurs. Sur le lithium et sur le cobalt, oui, parce que ce sont des marchés assez récents, mais si on prend l'exemple du cuivre, par exemple, c'est très faible. Il y a aujourd'hui 225 mines de cuivre en activité dans le monde, je crois. Il en faudrait 80 de plus de la taille moyenne de celle existante, d'après l'Agence internationale de l'énergie, compte tenu des délais de mise en œuvre d'une nouvelle mine. Donc, je rappelle, données BRGM, donc Bureau de recherche géologique et minière, au niveau mondial. La durée moyenne de mise en place d'une nouvelle mine, c'est 17 ans. Mais ça inclut la phase d'exploration. Si vous enlevez la phase d'exploration, c'est 7 à 8 ans. Voilà. Donc, l'Agence internationale de l'énergie, dans un rapport récent, dit qu'il faut que les mines de cuivre nécessaires soient validées avant 2025. Et dans 3 ans. Et il faut qu'on en valide 80. Aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de projet dans le pipe. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment en très très forte tension. Et il n'y a pas de secret, Grégoire. Le FMI, le Fonds monétaire international, a fait une étude sur ce sujet. Ils ont étudié l'évolution possible du cours de 4 métaux considérés comme stratégiques pour la transition énergétique. Ils appellent ça les métaux électriques, c'est les métaux de la voiture électrique, c'est le lithium, le cobalt, le nickel et le cuivre. Leur conclusion écrite noir sur blanc, c'est qu'à horizon 2040, et quand on regarde même l'étude, l'essentiel de cette hausse devrait avoir lieu d'ici 2030, le lithium, le cobalt et le nickel devraient voir leur prix progresser de, je cite, quelques centaines de pourcents, et le prix du cuivre devrait progresser de 60%. Et ils ajoutent, attention, ces estimations sont conservatrices. Si on se trompe, ça pourrait monter plus que ça. Alors, une nuance, le track record du FMI en termes de prévision, comme de toute agence, est relativement moyen. Ils ont raison en gros une fois sur deux. Donc il faut prendre un peu de recul. Mais très clairement, je pense qu'on n'a jamais vu un trend. Là, c'est pas de la prévision nette. C'est ça. C'est pas de la prévision de croissance à quelques chiffres après la virgule. C'est-à-dire que là, on parle quand même de grande masse et de grande masse. Et puis, on a une échéance. On sait qu'en 2050, si on veut garder un climat vivable, il faut que les émissions soient revenues à zéro. On sait ce qu'il faut faire pour se débarrasser des énergies fossiles qui représentent encore aujourd'hui, je le rappelle, 82% de l'énergie primaire consommée dans le monde. Donc, il va falloir faire très vite. Et au niveau des ressources nécessaires, parce qu'on ne fait pas d'électricité avec du vent ou avec du soleil, mais avec un transformateur qui convertit l'énergie du vent du soleil en électricité et qui est fait principalement de métaux, eh bien les besoins sont tellement énormes que ça va être extrêmement tendu. Dans la chaîne de valeur de la transition énergétique. Merci beaucoup Benjamin. Benjamin Louvet, directeur des gestions matières premières chez Ophi Invest Asset Management, qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition. Nous nous retrouvons demain, bien sûr, en direct à 12h30 sur Bismart. Smart Bourse vous a été présenté par Vernier, créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989.